Bonjour à tous et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité du jour s'appelle Anjan Sundaram, journaliste indien. Il a vécu 5 ans au Rwanda pour y former des confrères dans le cadre d'un programme de l'Union européenne. Son livre Bad News, publié en 2016, vient d'être traduit en français. Il nous livre un témoignage aussi rare qu'édifiant sur une société rwandaise placée sous haute surveillance. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Merci Mariam. Alors, je le disais, votre livre raconte un petit peu votre expérience au Rwanda et à travers votre récit, vous nous livrez un récit d'une société qu'on ne connaît pas. C'est un Rwanda qu'on ne connaît pas. Et la première chose qu'on a envie de vous poser après avoir lu ce livre, c'est est-ce que c'est la réalité ou est-ce que c'est de la fiction? Écoutez Mariam, je commence le livre Bad News en parlant de l'attentat de Grenade, une explosion que j'ai entendue. Et je me suis rendu sur place, j'ai vu des traces de l'explosion, j'ai vu des vitres cassées par terre, sur la route, j'ai vu du sang. Mais le policier sur place a insisté que rien n'est arrivé. Il n'y a pas eu d'explosion. Et dans les jours à venir, des semaines, j'ai rien entendu parler par rapport à cette explosion. Et j'ai fini par questionner si j'avais même entendu cette explosion. Et c'est ça le pouvoir d'une dictature. Ça peut effacer même les expériences aussi fortes qu'un attentat, une explosion de grenade, qu'on entend, on sent sous la peau, on voit, et on finit par questionner nos propres sens. Alors, on vit dans un monde un peu sans savoir si c'est réel ou fictif. D'ailleurs, vous le dites dans le livre, la peur fait oublier la vérité. Est-ce que c'est ça la clé dans le livre, c'est la peur? Oui, c'est un peu comme le roman 1984 de George Orwell. L'État s'impose sur la réalité, crée des narratives et rend la population dans un peur tellement fort. Par exemple, les journalistes, mon livre parle des journalistes, une douzaine de journalistes rwandais qui sont très courageux, qui essaient d'affronter l'État, confronter l'État, résister et faire leur boulot, leur métier comme journaliste, parler des abus de pouvoir, des maladies, des faim, des famines, des choses que l'État accepte pas à parler, à nommer, à citer. Et ils subissent tous des exactions, ils disparaissent, ils sont emprisonnés, torturés, ils doivent fuir le pays suite aux harcèlements, aux menaces physiques. Alors vous parlez des journalistes, vous parlez de la liberté d'expression, mais vous parlez aussi de votre propre expérience en tant que journaliste et en tant que personne qui vit, individu qui vit dans ce pays. Et parfois, je le disais, on découvre un pays qu'on ne connaît pas, on a l'impression d'être dans une autre dictature. Moi j'ai pensé personnellement à la Corée du Nord. Vous racontez que vous êtes dans une campagne, vous êtes en train de parler à des gens, vous dites on n'a pas l'autorisation de parler à ces gens, on n'est pas autorisé à parler sans en avoir l'autorisation des autorités. Oui, je me souviens, j'étais à une des manifestation politique du président rwandais, Paul Kagame, et il était sur le plateau, il parlait, et je prenais des notes, et un policier est venu à moi, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, je prends des notes, c'est un lieu public apparemment. Il a dit, mais non, je t'observe, tu regardes et tu écris, tu regardes et tu écris, et ça se passe pas bien au Rwanda. Si tu veux... Il n'est pas possible d'écouter, de prendre des notes. Non, si tu veux savoir qu'est-ce qui se passe, demande à ton confrère rwandais qui est à côté de toi, et s'il te raconte quelque chose un mensonge, on peut aller le suivre par après. On peut lui faire peur, on peut lui faire des exactions, on peut créer des problèmes pour lui. Alors, dans votre livre, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous racontez, vous rencontrez un ambassadeur et que vous lui demandez si ça ne le dérange pas de soutenir une dictature et il vous répond non. Pourquoi la communauté internationale ne réagit pas? On a vu le référendum au Burundi voisin, l'Union européenne a critiqué, a mis en garde contre ce référendum. Paul Kagame a fait exactement le même référendum pour rester au pouvoir jusqu'en 2034. Il l'a remporté, le oui l'a emporté à 92%, oui. Plus que Pierre Nkurunziza. Oui. Et l'Union européenne, la communauté internationale globalement, n'a pas critiqué. C'est une très bonne question. Le Rwanda, vous avez cité d'autres dictatures. Je vois le Rwanda plus comme la Syrie, la Libye, dans le temps de Kadhafi, dans le temps de Bachar el-Assad, quand c'était tous à peu près calme. C'est un pays où on construit des hôpitaux, on construit des écoles, on construit des routes. Tout se passe à peu près dans l'ordre. Et la communauté internationale trouve cette situation très convenable à leur programme de l'aide internationale. Il vient avec leur projet pour réduire la pauvreté, pour améliorer le taux de scolarité. Et justement, quelle est la situation économique du Rwanda? Parce que vous parlez aussi des chiffres qui sont trafiqués, des statistiques qui sont truquées. C'est une obsession aussi. Oui, j'ai des amis qui ont travaillé auprès des ministres, qui ont été responsables, qui m'ont
confessé, qui ont confié qu'ils avaient truqué des chiffres parce que le ministre, il venait avec un taux de croissance de 5% et le ministre a dit désolé, c'est trop bas. Il faut le rendre plus haut. Et j'ai des amis qui ont travaillé sur ces chiffres, des statisticiens qui ont dit qu'ils ont trouvé des chiffres. Et plus récemment, il y a des chercheurs qui ont sorti des études et qui ont sorti les bases de données sur lesquelles la Banque mondiale base ses chiffres et tout, pour montrer que le Rwanda, effectivement, trafique des chiffres pour se donner une meilleure taux de croissance ou même, voire même, dire qu'ils ont réduit la pauvreté. Or, la pauvreté aurait pu croître. Alors, il y a une autre question qui est omniprésente, un sujet qui est omniprésent dans votre livre, qu'on ne peut pas éviter, c'est la question du génocide des Tutsis. Vous parlez beaucoup de ces commémorations et l'un de vos personnages les compare à un cirque. Il dit qu'elles sont instrumentalisées, que les commémorations n'apportent pas la sérénité aux victimes et aux familles des victimes, mais qu'au contraire, elles permettent de semer davantage la peur. Oui. Paul Kagame, dans son narratif d'être le héros du génocide, le vrai héros qui a arrêté le génocide, pour lui, le génocide est devenu un élément très important dans cette narrative. Il doit le contrôler à l'absolu, au maximum. Et pour faire cela, il a kidnappé toutes les organisations des rescapés qui existent au Rwanda. Il a mis des gens proches de lui à la tête de ces organisations. Et finalement, des rescapés font partie de la population rwandaise marginalisée qu'on n'entend pas. Et ils ont beaucoup de revendications. D'ailleurs, pendant le génocide, apparemment, les forces de Paul Kagame auraient pu sauver beaucoup de Tutsis, des milliers, mais ils ont privilégié leur stratégie militaire pour aller prendre la capitale et prendre le pays. Et beaucoup de rescapés, par exemple, ils revendiquent, ils aimeraient une sorte de justification ou quelque chose, mais ils peuvent même pas prononcer ça, ils peuvent même pas le dire parce que c'est trop dangereux. Comment qualifieriez-vous le régime de Paul Kagame? C'est une dictature. C'est une dictature. Est-ce qu'elle a une particularité, cette dictature? C'est très efficace. Et c'est pour ça d'ailleurs que l'ambassadeur européen n'a pas eu de problème à financer le gouvernement de Paul Kagame. Il m'a dit il n'a pas de honte à financer un gouvernement si efficace. Paul Kagame, après, il a la particularité d'être très bon en rhétorique. Et il fait partie d'un des peu leaders dans le soi-disant tiers-monde, des anciens pays colonisés, qui osent opposer l'Occident, qui osent tenir un discours. Il est aussi populaire en Afrique, Paul Kagame. Très populaire. Il est donné comme exemple. Exactement, il est donné comme exemple non seulement parmi les Africains, ça je comprends, les Africains le voient comme un héros, comme quelqu'un qui oppose les Européens, mais la Banque mondiale, et d'autres organisations internationales, ils sont juste un peu naïfs. Et eux, ils croient que le Rwanda va très bien. Or, dans beaucoup de dictatures, ça semble aller très bien. En Irak, sous Saddam, ou en Syrie, en Libye, ça semble aller très bien jusqu'à ce qu'il y ait un petit problème. Et là, le pays s'effondre parce qu'il n'y a plus d'institutions. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas un parlement, il n'y a pas la presse. Tout le pouvoir est concentré dans le président, chez le président. Et voilà, quand il est parti, c'est fini. Avez-vous eu un retour après la publication de votre livre des autorités rwandaises? Oui, j'ai reçu des menaces. Ils ont venu à mes discours aux États-Unis, à New York. J'ai reçu la protection des NYPD, section contre-terrorisme. Ils estimaient qu'il y avait des problèmes. Le régime rwandais n'est pas timide quand ça vient à poursuivre ses critiques, même hors de leurs frontières. Ils ont essayé d'assassiner des gens en Afrique du Sud. Ils ont assassiné des gens en Afrique du Sud, en Kenya, même à Londres. Ils ont menacé des journalistes, chercheurs aux États-Unis, au Canada. Ils ne sont pas timides du tout. Alors n'oublions pas que ce livre parle des journalistes rwandais. Vous avez d'ailleurs consacré la fin de votre livre à citer tous ces journalistes qui se sont battus. On a toute une liste de journalistes qui ont été victimes de cette répression. Quel est votre message aujourd'hui à ces journalistes qui sont toujours au Rwanda et qui essayent d'user de cette liberté d'expression? Écoutez, je vois les journalistes que je cite, il y a une soixantaine, peut-être 75 journalistes à la fin de mon livre. Je les vois comme des gens très très courageux. Nous, les journalistes, on est très simple. On n'a pas de moyens extraordinaires, on n'a pas des armes. Des États, ils ont les armes, ils ont des soldats, ils ont beaucoup de force. Et nous, la société, tout ce qu'on a, c'est la parole. Et ces journalistes, ils ont utilisé la parole
pour protéger la société, pour essayer de protéger la société rwandaise. Et je les salue et j'ai tellement appris d'eux sur le journalisme. J'ai appris de leur courage et voilà, j'ai rien à le dire. Je sais qu'il y a beaucoup de journalistes au Rwanda, des vrais journalistes qui savent qu'est-ce qu'ils devraient faire, mais qui ne le font pas à cause de peur. Ils ont vu qu'est-ce qui s'est passé à leurs collègues. Si vous aviez un message à Paul Kagame? Il fait son travail, moi je fais le mien. Peut-être la question qui tue, c'est si vous êtes si populaire, pourquoi truquer les élections? Pourquoi truquer les élections pour gagner 99% de la vote si vous êtes si populaire? Ouais. Merci beaucoup Anjan Sundaram pour d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteur du livre Bad News aux éditions Marchiali. Donc voilà, Bad News aux éditions Marchiali. Merci beaucoup d'être venu sur notre plateau, d'avoir accepté notre invitation, un livre que je recommande vivement. C'est la fin de cet entretien. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.